Les Imagitateurs du JDR présentent. Les Terres fondues est un actuel play de JDR solo écrit et présenté en fiction augmentée, dans un univers post-apo aux arômes de western. Les pensées et les valeurs véhiculées par les personnages de fiction, dans ce monde de fiction, ne reflètent en rien la pureté de l'âme et du cœur des Imagitateurs. Bon épisode tout le monde. Aujourd'hui, dans les Terres fondues. Ils vont bouffer Joker vivant, c'est certain! Murmure, fouille-merde derrière moi. Les sabots et les sacoches avec! D'un signe de main, je l'invite à se taire. Quelque chose ne va pas? S'enquiert le maire Arboro. Tu dis que des gardiens sont venus dernièrement. Combien de semaines entre leurs visites à tous les deux? Elle recule légèrement, faisant nom de la tête, apeurée par mon agitation. Toute trace de joie a déserté son visage. Au centre, ligoté sur une chaise, un homme en piteux état, ses vêtements souillés par ses urines et ses excréments. À la vue de Lola Arboro, descendant calmement les marches, une peur panique écarquille ses yeux et fait trembler ses pupilles. Précédemment, dans les Terres fondues. Maze, notre héros, et ses deux compagnons, l'exubérant fouille-merde et le sage Shiro, se dirigent vers le village qui porte le nom ambitieux et optimiste de Paradise City. En chemin, Maze tombe dans un piège tendu par deux démons, des humains si transformés par la souillure que leur corps en était complètement déformé et leur esprit retourné à un état plus primitif. La souillure touche plus ou moins tous les habitants des Terres fondues, conséquence de ce que les anciens appellent la saison des 1000 soleils, où tout brûla sur Terre dans d'énormes champignons de feu touchant les cieux. Maze n'en est pas affecté, en apparence, lui qui est né dans le dôme, protégé des radiations jusqu'à son adolescence. Pour le piège tendu, heureusement, Maze s'en tire avec seulement 2 bonnes contusions, au dos et à une hanche. Avec 2 démons de tuer, ainsi qu'un chacal, notre héros a vivement besoin de se ravitailler en balles, en eau et en vivres. Arrivé à Paradise City, un bandeau noir est noué au panneau qui annonce le village de 70 habitants. Les gens de cette bourgade l'attendent. Nous entrons dans le village de Paradise City. La course du soleil est si basse que l'ombre de Joker, surmontée par la mienne, s'étire sur toute la rue principale, tranchant le village en 2. Je suis reconnaissant d'être arrivé juste avant la nuit. Plusieurs volets de bois aux fenêtres claquent comme une vague sonore à notre passage. Ma haie d'honneur habituelle. C'est comme ça dans tous les villages et campements où l'on connaît mon ordre et ma profession, c'est-à-dire presque partout. Ils ont besoin de moi, mais ils ne m'aiment pas pour autant. Je fais marcher Joker d'un pas tranquille vers le plus imposant bâtiment, qui obscurcit une bonne partie du village de son ombre qui fusionne de plus en plus à la nuit. L'église. Introduction du maire de Paradise City que j'ai nommé John Arboro. Pour Fouille-merde et Shiro, j'avais pigé des cartes muséraques pour leurs traits, soit les défauts et les qualités, puis je me suis inspiré d'une image pour l'apparence. Ici, pour le maire, allons-y avec 2 cartes pour le tout, l'une pour l'apparence et l'autre pour les défauts et qualités. 100. Bedaine et porte un uniforme. 88. Résistant à la douleur, charmant et craintif. Je vais tenter de tout incorporer. Et je le vois bien accompagné par quelqu'un. Amusons-nous un peu. Les portes à double battant de l'église s'ouvrent à la volée et l'énorme masse du maire John Arboro vient faire craquer le bois des 3 marches qui descendent jusqu'à la terre battue de la rue. Derrière sa masse ondulant à chaque pas, comme si ses graisses pulsaient de leur propre vie, sa femme le suit, en silence. Dans sa robe d'un bleu terne et maladif qui se termine à la pointe de ses pieds, elle semble flotter au-dessus du sol. Si John Arboro se perd sous ses graisses, sa femme, Lola, si ma mémoire ne me trahit pas, présente tout le contraire. À croire qu'elle se prive pour que son mari puisse s'empiffrer.
Avant d'aller plus avant, mettons un peu de piquant. Posons une question aux cartes musérales pour savoir si le maire et sa femme me sont favorables ou s'ils me causeront d'éventuels ennuis. 99! C'est un oui et la pire des réponses. Ça va faire mal, doublement mal. Et on va se garder ça sur le coude, si vous voulez bien, pour incorporer tout ça dans la fiction à venir. Mon Dieu que ça commence mal. Un rire forcé et gras, à son image, naît de la grosse bedaine du maire, semblant servir d'immense cage de résonance. Son hilarité se propage dans toute la rue, maintenant déserte de vie et plus sombre que jamais. Comment peut-on devenir si énorme dans ce monde de privation, je l'ignore. Engranger les graisses et se faire des réserves pour survivre à une autre saison des 1000 soleils est peut-être la manifestation de la souillure chez le maire. Qui sait? Après un tel rire qui a fait onduler ses chairs, le maire se doit de réajuster sa longue et enveloppante toge rouge qui le recouvre, ainsi que cette drôle de demi-couronne de feuilles qui ceinture la moitié de son crâne chauve. Il plisse les yeux pour bien détailler la boussole qui pend mon cou et l'écusson cousu sur mon pectoral droit. Une main qui brandit une torche comme le fait la grande dame. Les deux symboles de mon ordre. Pouf! Comme s'il avait besoin de ça pour me reconnaître. Je suis venu au moins une demi-douzaine de fois dans ce village. De mes doigts, je gratte les poils poivre et sel de ma barbe avant de lui lancer. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, mère Arboro. Ah, vous de même, gardien de la grande âme. Voilà plusieurs jours que nous espérions la venue de l'un des vôtres. Mais il est vrai que votre nombre va toujours en diminuant. Me rappelle-t-il en avançant, mais en évitant habilement de me serrer la main, en restant loin de Joker et de moi. Apparemment, selon la rumeur et les croyances, les gardiens et les gardiennes de la grande âme apporteraient la poisse à ceux qui les côtoient de trop près. Si je fais le compte de mes amis que j'ai eus et qui vivent encore, il faut sans doute croire en la véracité de cette superstition. Le bandeau noir est accroché là depuis des semaines, Précise-t-il en remarquant la sombre étoffe dans ma main. Je lui lance. Il l'attrape de justesse de ses grosses mains pataudes. Sous la bonhomie pleine de jovialité du maire, la peur transpire de chacun de ses pores de peau couverts de sueur. C'est l'effet que suscitent parfois les gardiens et gardiennes de la grande âme, reconnus pour leur habileté avec les armes à feu et leur froideur à donner la mort. De mouchoir jauni par les éléments et la crasse, il éponge tant bien que mal la sueur qui perle sur son front et son crâne dégarni. La manœuvre l'oblige, une fois de plus, à replacer sa foutue couronne à la noix. Je vais tenter de percer un peu à jour notre mère et sa femme avec un jet de cerner quelqu'un, à savoir si je détecte un peu de la malveillance à venir. J'essaie d'amortir un peu le choc du oui et qui va me tomber dessus. J'ai un niveau 3, donc je suis dans la moyenne pour cette action, et John Arboro, qui dirige la ville, n'occupe sans doute pas ce poste pour rien. À lui et sa femme, je donne donc un 4 en berné et manipulé, ce qui est un bon niveau, soit l'équivalent d'un métier. Mon 3 contre 4, je lance donc D20 moins 1. Un 2. Ah! Sur un 9 moins, la fiction me frappe, et ici, durement, car je suis très près du 1. Je ne vois rien de ce qui se trame, et l'étau se resserre un peu plus sur moi. Putain que ça va pincer avec l'équivalent de 3 revers contre moi depuis que je suis rentré dans ce foutu village. Ouh, pas facile. Mathilde va s'occuper de votre cheval. Chantonne presque le maire en pointant une baraque en bois vermoulu qui devait être une grande remise autrefois. Ils vont bouffer Joker vivant, c'est certain! Murmure Fouille-Merde derrière moi. Les sabots et les sacoches avec! D'un signe de main, je l'invite à se taire. Quelque chose ne va pas? S'enquiert le maire Arboro. Non, tout va bien, dis-je en descendant de cheval. Du coin de l'œil, je remarque que le maire aperçut la douleur qu'a suscité ma manœuvre pour mettre pied à terre. Malgré moi, j'ai serré les dents. Mon dos est brûlant d'inflammation. Putain de fronde. Vous semblez souffrant. Mathilde s'y connaît plutôt bien en soins. Profitez-en pour récupérer, gardien. Introduction de Mathilde.
Allons-y des cartes Muséorac pour les défauts, les qualités et l'apparence. Pigeons une seule carte cette fois-ci et choisissons ce qui nous semble bien. 83. Je vais m'inspirer de paupières tombantes, grotesques, pauvres et évite le regard des autres. Parfait, c'est parti. La dite Mathilde est sortie de la remise et d'un pas traînant, ralenti par un pied-beau vilainement retourné vers l'intérieur, elle se dirige vers Joker. Il n'y a pas que son intimité qui freine quelque peu son enthousiasme à avancer. Une timidité qui frôle la terreur engourdit ses gestes et lui font incliner la tête vers le sol. En suis-je l'origine? Je ne saurais dire. Malgré la crasse et un œil qui louche presque au point de disparaître au profit du blanc, on peut discerner une forme de beauté chez elle. Et ça, sur les terres fondues, c'est assez rare pour mériter d'être souligné. Elle est de ces femmes pour lesquelles il est impossible de déchiffrer exactement l'âge. Je dirais entre 20 ans et 35 ans. Lorsque mon regard délaisse Mathilde, je surprends celui de la femme du maire posé sur moi, un jugement non dissimulé peint sur son visage, allant jusqu'à raidir le haut de son corps. Lola Arborough ne souffle peut-être pas un mot en public, marchant dans l'ombre immense de son mari, mais en privé, je le sais, la rumeur veut que ce soit elle la véritable dirigeante de ce village. Méfie-toi d'elle! Me souffle Fouille-Merde à l'oreille. Cette fois-ci, je ne lui intime pas de se taire. Je n'ai jamais aimé cette femme. Demain, avant le coucher du soleil, je ferai réunir tous les gens de la ville. Décrète le maire, toujours en exagérant sur l'importance de ce bled. D'ici là, je vous offre le souper, bien sûr. Bien sûr. Et lorsqu'il parle d'offrir le souper, il ne parle pas de partager sa table avec sa femme et lui, mais de me faire servir une assiette dans les mêmes quartiers que Joker, la remise. Je ne me plains pas, remarquez. À choisir entre manger devant la tête de Joker ou le visage inquisiteur de Lola Arborough, je préfère la compagnie de mon cheval. Et pour le paiement, le maire me pointe encore la bicoque en bois, à croire que cette ruine m'est toute destinée. Mathilde va vous montrer ce que nous avons. À plus tard, gardien. Bonne nuit, mère Arborough. Dame Lola, je la salue d'un léger hochement de tête, accompagné de mon pouce et mon index qui pince le devant de mon chapeau. Superbement, elle fait mine de m'ignorer. Leurs deux silhouettes, tout en contraste, gagnent la jolie maison, juste à poser à l'église. Avec un mince et fragile sourire, Mathilde prend les rênes de Joker pour le conduire vers la remise. Je reste là, à la regarder s'éloigner, tandis que Chiro et Fouille-Merde viennent se placer à mes côtés. Vous pouvez partir. Tu en es certain? Insiste Chiro. Pour une fois, je suis de l'avis de Fouille-Merde. Paradise City sont les embrouilles. Et en matière d'embrouille et de merde, je m'y connais plutôt bien. Il y a une tension palpable dans l'air ici. Il fait maintenant nuit. La lumière dans la remise où a disparu Mathilde et Joker est invitante. Promesse de chaleur et d'un peu de discussion. Non, ça va, disparaissez. Alors que je me retourne pour m'assurer qu'ils ont bien compris, je m'aperçois que je suis seul dans la rue, enténébré. J'ai assez parlé aux morts pour aujourd'hui. Il est maintenant le temps de partager un peu le monde des vivants. Au fond de la remise, dans le box, Joker s'ébroue de satisfaction en mâchant sa paille. Assis à la petite table dangereusement inclinée, je regarde le plat que Mathilde a déposé devant moi. J'hésite entre son contenu et aller retrouver Joker pour partager sa paille. Bon, ce n'est pas vraiment le moment de jouer les fines bouches ici. À gamelle partagée, on ne regarde pas la couleur, ni l'odeur, non? Mathilde s'appuie sur le comptoir qui lui sert de plan de travail pour cuisiner et s'apprête à manger debout. Assis-toi. Elle s'est raidie. Ma voix s'est faite plus dure et plus ferme que voulu. Voilà trop longtemps que je n'ai pas socialisé. Je t'en prie, assis-toi, s'il te plaît. À la lumière de la lampe à huile qui tangle légèrement au-dessus de la table, donnant vie et mouvement aux ombres autour de nous et laissant croire que la table déjà tordue l'est davantage, je suis mieux à même de donner un âge à Mathilde. 30 ans, tout ou plus. Son plat serré contre son abdomen comme on le ferait avec un bouclier pour se protéger, elle avance en titubant et s'installe devant moi, à la table, prudemment.
sans lâcher son plat du regard. Du moins, avec son œil le plus stable. J'ignore si elle a toute sa tête. Vous voulez du lait? Demande-t-elle sans relever la tête. Il provient d'une vache à 8 pattes ou d'une vache de bonne aloi? Elle sourit et relève enfin la tête. Ses dents sont plutôt blanches et toutes présentes. Des vaches de très bonne qualité. Moi, je n'en bois pas. Ça me donne des crampes d'estomac. Alors je passe mon tour, moi aussi. Merci. De ma cuillère, je fais tourner la bouillie brunade dans mon plat. Peu enthousiasme dégoûté. Dis-moi, tu connais la personne que je dois condamner à mort demain? Elle opine du chef. Quel est son crime? Aussitôt, elle baisse à nouveau la tête. Il a tué la vieille Sally, la dernière sage-femme du village. Je laisse échapper un grognement. Mathilde me regarde à nouveau, d'un œil intense. Pour les gens qui vivent dans les petits villages, luttant pour subsister à chaque instant, la vie devient plus précieuse que tous les trésors matériels réunis de ce sale et triste monde. Du coup, lorsque vient le temps de châtier un membre de leur communauté, personne n'ose brimer cette vie qu'ils placent au-dessus de tout. En cachette, dans leur chaumière décrépite, les villageois ont le jugement facile en bouche. Mais une fois le temps de prendre position sur la place publique et de rendre verdict, ils se défilent la plupart du temps. C'est encore plus vrai au moment d'appliquer la sentence. C'est alors qu'interviennent les gardiens et les gardiennes de la Grande Dame. Initiés au temple qui gît au pied de la grande statue aux dimensions cyclopéennes. Autrefois juges et bourreaux, en cette triste période où meurent les gardiens un à un, réduisant notre nombre, seul le rôle de bourreau nous échoue ces derniers temps. Demain, je devrais tuer un homme que je ne connais pas. Le maire dit que mon paiement se trouvait dans la remise. Mathilde laisse tomber sa cuillère en bois et plaque ses mains contre les rondeurs de sa poitrine, la peur déformant son visage. « Non, 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 il n'est pas question que tes faveurs constituent le recouvrement. Je veux des munitions, des armes, si elles sont intéressantes, tu comprends ?» Le soulagement qui détend à nouveau les traits de son visage me fait presque mal. Suis-je si terrifiant, si vieux? Ouais, sûrement, ouais. Prestement, elle se lève et se dirige d'un pas traînant vers une haute armoire cadenassée. D'une clé qui pendait à son cou, sous ses vêtements, elle l'a déverrouillée pour en sortir 3 boîtes et un fusil. Wow! Une carabine Henry à culasse à levier, un chargement de 15 balles, mais avec un calibre plus faible que la plupart des fusils. Vous avez le choix. Annonce timidement la jeune femme. 3 boîtes de balles, du 45 ou le fusil? J'hésite. Puis, mon Shining s'impose. La voix de Fouille-Merde, quelque part dans ma tête. Il y a une tension palpable dans l'air ici. Ah, le Shining, le pouvoir du personnage qu'est Maze. Et vous l'aurez sans doute compris à ce stade que personne ne peut voir Fouille-Merde et Shiro à part Maze. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Mathilde. J'aime bien la jeune femme. Mais sur le fond, à l'intérieur, pour la vraie Mathilde, je dois laisser les cartes Muséorac en décider. Telle est la loi. Est-ce une façade que cette gentille timidité? Ma question, est-ce que la jeune femme pourrait être une alliée pour Maze? 36. Oui, enfin presque. C'est un oui, mais. Et j'ai une bonne idée du mais, plutôt cruel. On se regarde ça pour plus tard. Oui, je le sais, ça va péter, ça va me péter en plein visage parce que là, maintenant, on a 3 revers concernant le maire et sa femme. Et là, on s'en va vers cette réunion dans l'église avec tout le village et la fiction va me frapper 3 fois. Et je commence à paniquer un peu pour le personnage de Maze. Écoutez, ça va partir en couille. Je le sens tellement. Allez, on continue de jouer et d'écrire. Va pour les balles, dis-je en regardant ensuite avec amertume la carabine disparaître à nouveau dans l'armoire. Alors qu'elle se rassit devant moi, Mathilde murmure. Vous avez le 3e œil? Le 3e œil. C'est ainsi que les gens des Terres Fondues appellent le Shining, tel que désigné par les gens du Dôme où je suis né. Pour les gardiens et les gardiennes de la Grande Dame, tous choisis pour le posséder,
Il le nomme simplement le don de la grande dame. Ouais, comme tous les gardiens et les gardiennes, j'ai le troisième œil, ouais. Ma grand-mère l'avait. Elle lisait dans les pensées. Vous lisez dans les pensées? Le rouge lui monte aux joues, alors qu'elle me questionne. Non, je ne lis pas dans les pensées. J'anticipe parfois ce que vont faire les autres lorsque j'ai une poussée d'adrénaline. Elle grimace. Adrénaline? C'est quoi? Je dois oublier les termes utilisés par les sages en robe blanche du dôme. Lorsque je suis tendu, c'est ce que je voulais dire. Parfois, mon troisième œil opère et tout le monde autour de moi semble ralentir quelque peu. Pourquoi diable je lui raconte tout ça? Ce n'est pas mon genre de m'ouvrir aux autres. Mais Mathilde a quelque chose qui inspire confiance. Et je vois aussi des gens qui ne sont plus. Les yeux de la jeune femme s'écarquillent. Vous voyez les morts? Leurs âmes? Cette perspective semble d'abord l'horrifier, mais c'est la curiosité qui prend le dessus. Cette femme est intelligente, assurément. Ceux qui m'ont été chers sont plus susceptibles de me hanter, oui. Hantés? Ils sont méchants avec vous? Elle serre ses mains, l'une contre l'autre, se tortillant les doigts de nervosité. En repensant à Fouille-Merde, je passe bien près de répondre que oui, mais l'image de Chiro s'invite dans mon esprit. Non, ce n'est pas si mal. Ils me tiennent compagnie sur la route. Ils sont combien à vous suivre ainsi? Les plus présents sont Chiro et Fouille-Merde. Chiro est l'homme qui m'a sauvé à l'adolescence et m'a appris à survivre. Nous avons voyagé ensemble 5 ans, avant qu'il ne meure. Je fourre enfin la cuillère en bois dans ma bouche. C'est délicieux. Je ne mens pas. Malgré la couleur et la texture de la bouillie, c'est fichtrement bon. Mathilde rougit encore et sourit de plus belle. Merci. Et ce Fouille-Merde, comment vous l'avez connu, lui? Je ne peux voir mon visage, mais à la réaction de Mathilde, celui-ci s'est sans doute obscurci. Je lui raconte tout de même. Des gazeux nous sont tombés dessus, Chiro et moi. Ils étaient plus d'une demi-douzaine à tourner autour de nous avec leurs véhicules et leurs motos, hurlant la gloire de leurs dieux jumeaux, Ford et Buick. Les mots restants se coincent dans ma bouche, étranglés par une étrange émotion. Une blessure qui ne laisse pas de cicatrice visible, mais qui vous meurtrit tout autant. Chiro a été tué d'un coup de chaîne à la tempe, finis-je par articuler. Le shining s'est alors déchaîné en moi comme jamais, je veux dire mon troisième œil. Je les ai tous tués. Tous, sauf un. Fouille-Merde. Ce n'est pas lui qui a porté le coup mortel à Chiro, mais c'était tout comme. C'était sa bande. Ce lâche me suppliait à genoux de l'épargner. Ah, je t'en supplie, ne me tue pas, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Oh, voyons, je peux être utile. Je l'ai laissé en vie. Vous avez été clément, c'est bien. Oh non, ce n'est pas par clémence. C'était une décision parfaitement égoïste, au contraire. Sans Chiro, j'étais seul au monde. Je ne pouvais m'y résoudre. Le véritable pleutre dans cette histoire, c'était moi. La main de Mathilde trouve la mienne sur la table. Je me raidis, mais l'union entre nos chairs résiste, alors que ses doigts fins se font plus fermes. Pour un juge et bourreau de la grande dame, je trouve que vous vous jugez bien vilainement. Et puis, je ne veux pas vous manquer de respect, mais peut-être que tout ça n'est que dans votre tête et qu'aucun mort ne vous parle. Je ris. Depuis combien de temps n'ai-je pas ri ainsi? Tu as raison, Mathilde. Peut-être que tout ça n'est que dans ma tête. Son rire ricoche sur le mien. Vous êtes bien différent des deux autres qui sont passés. Quoi? Je suis son regard tordu qui va à mes ceinturons. Des gardiens de la grande dame? 2, tu dis? À combien d'intervalles? Elle pince les lèvres en une fente. Elle n'a pas compris. Tu dis que des gardiens sont venus dernièrement. Combien de semaines entre leurs visites à tous les deux? Elle recule légèrement, faisant nom de la tête, apeurée par mon agitation. Toute trace de joie a déserté son visage. Mais nous sommes maintenant si peu nombreux, il faut que je sache. Elle tend le bras vers moi et me montre 2 doigts.
2 semaines séparaient leur visite? Vivement, elle secoue la tête. Non, ils étaient les deux ensemble. Lâche-t-elle. Impossible. Les gardiens et les gardiennes marchent seuls. C'est la règle. Tu en es certaine? Son oui de la tête est franc et déterminé, sans faille, malgré la peur que je lui inspire maintenant. Deux comme toi. Pareil. Ils te cherchaient d'ailleurs. Je dois me forcer à respirer. Les rumeurs pouvaient-elles être vraies? Voilà des années que les gardiens disparaissent un à un, sans laisser de traces, sans explication. Certaines histoires folles étaient parvenues jusqu'au temple, au pied de la grande statue. Des histoires de maladies ne frappant que les nôtres, vengeance du diable ou du destin, des récits de fantômes aussi, tous plus loufoques les uns que les autres. Puis, celle des 2 gardiens, au regard de feu, des yeux rouges comme un coucher de soleil en fin d'été. Des jumeaux. Dans ce récit, parfois ils étaient 2, parfois il n'y en avait qu'un seul, ce qui avait discrédité la possible véracité des témoignages. Se pouvait-il qu'ils étaient 2, mais que parfois ils se séparaient? Ma prochaine question reste ligotée à mes lèvres, par peur de la réponse. Après une grande inspiration, et qui semble s'étirer dans un monde libéré de la contrainte du temps, dis-moi, leurs yeux, ils étaient rouges. L'œil fixe de Mathilde, le bon, semblant lui aussi faire fi du temps, me parle davantage que les paroles qu'elle laisse fuser. Oui, rouge comme la bile que les damnés vomissent lorsqu'ils meurent de l'herbe du diable, empoisonnés. Je frissonne. Pourquoi diable le maire ne m'a-t-il pas fait part de cette visite? Pendant ce temps, dans la maison la plus vaste de Paradise City, celle des Arborough, alternante à l'église, Lola Arborough, la femme du maire, descend les escaliers pentus qui mènent vers les entrailles sombres du sous-sol. Seules 2 chandelles, fondant sur une table basse, éclairent le sinistre caveau, où plusieurs caisses s'entassent contre les parois de terre qui constituent les murs. Au centre, ligoté sur une chaise, un homme en piteux état, ses vêtements souillés par ses urines et ses excréments. À la vue de Lola Arborough, descendant calmement les marches, une peur panique écarquille ses yeux et fait trembler ses pupilles. Ses cris, retenus et étouffés par un bâillon, s'entremêlent de sanglots qui secouent son corps captif. La femme du maire se plante devant l'homme. Demain, fils de chienne, tu vas mourir. Puis nous nous délecterons de la mort du gardien de la grande dame. Les pleurs du prisonnier ont gagné sur ses cris. Lola Arborough lève son bras pour porter à ses fines lèvres une cruche en verre clair remplie de lait. Sans se soucier de souiller sa robe, elle boit comme une souillonne, déversant le liquide blanc sur son menton, son cou et sa poitrine osseuse dépourvue de rondeur. Sur le sol, le cercle d'urine dans lequel trempent les pattes de la chaise s'élargit, alors que l'homme s'oublie encore une fois, ses intestins noués par la terreur. Lentement, sans cesser de regarder l'homme, la femme du maire se penche et dépose la cruche. La chose faite, et une fois redressée, avec la même douceur, elle entreprend de défaire les boutons avant qui retiennent sa robe sur son torse. Le vêtement glisse sur le sol en terre battue, dévoilant la maigreur squelettique de Lola Arborough. Passant sa langue sur ses lèvres maculées de lait, elle s'accroupit à genoux. Vivement, comme la frappe d'un cobra, elle attrape l'entrejambe de l'homme sur la chaise et tout ce qui s'y trouve. À l'étage, affalé sur un lit gigantesque, John Arborough est nu, exposant ses montagnes de chair molle.
À l'éclairage de la lampe, son visage et son torse laissent entrevoir des plaques de lait séchées. Les yeux du gros homme sont à demi clos et vitreux et fixent la fenêtre par laquelle on aperçoit la remise au loin, où loge Mathilde. Profite bien, gardien. Balbutie mollement le maire. Demain, Mathilde sera mienne à nouveau, alors que toi, tu boufferas les pissons. Oh. À nouveau des cris s'élevant du sous-sol. Sur ce champ funeste, le maire s'endort, alors que Maze, le gardien de la grande dame, passe une nuit blanche dans la remise près de Joker, son cheval. Il ne peut dormir, pensant et repensant aux paroles de Mathilde à propos des jumeaux au regard de braise. Il te cherchait d'ailleurs. Avait-elle dit. Dans le sous-sol des Arboro, les cris ont cessé, mais les pleurs demeurent. C'est ainsi que se termine l'épisode 2 des Terres fondues, en espérant que ça t'aura plu. Moi, je kiffe toujours autant cette exploration du mode de jeu solo par écrit qui ensuite bouffe littéralement ma vie en montage. C'est chronophage, on se le cachera pas, là, mais c'est un plaisir de la post-production. Et un épisode plus calme, hein? Oui, par rapport aux deux, mais on a appris quand même plusieurs choses, entre autres que Maze est un gardien de la Grande Dame, ce temple au pied de la colossale statue qui est la Statue de la Liberté, où on forme des juges et des bourreaux. Mais avec la disparition des gardiens et des gardiennes depuis quelques années, pour une raison obscure, c'est de plus en plus le rôle de bourreaux essentiellement qui pèse sur leurs épaules. Aussi, grande révélation par rapport aux deux personnages, aux deux compagnons de Maze, Fouille-Merde et Shiro, qui n'existent finalement que dans sa tête. Et oui, c'est une manifestation du Shining. Maze voit les esprits des défunts compagnons qu'il a eus. Deux compagnons qui ont été dans sa vie à différentes périodes. Et on a compris peut-être pourquoi l'animosité de Maze envers Fouille-Merde, c'est lui qui... En tout cas, c'est pas lui qui a tué directement Shiro, mais c'est son groupe de gazeux. Moi, j'apprends. J'apprends de mes erreurs tranquillement au fur et à mesure que j'explore le jeu de rôle solo. Je savais que j'allais être seul, qu'il n'allait pas avoir de joueuses et de joueurs pour aider mon personnage. C'est du jeu de rôle solo, on le sait. Mais j'aurais pu prendre des compagnons autres que des compagnons imaginaires. Parce que là, je me suis aperçu que lorsque ton personnage est seul, est vraiment seul, et qu'il est dans la merde, il est dans la merde longtemps et profondément. J'ai joué l'épisode 3. Et je te le confirme, ça part en couille, mais en couille de King Kong. Si l'épisode 2 était tranquille, l'épisode 3 est l'antithèse, l'antipode. Accroche-toi. Écoute, NJ travaille très très fort derrière sur les réseaux sociaux, donc encourage-nous, hein? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, on est là. Les podcasts qui réapparaissent également, c'est quoi je voulais dire? Oui, ça y est, ça m'est revenu. Non, j'ai perdu. Non, oui, ça y est, oui, on a mis un lien en bas, en description. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page, et tous les liens pour nos réseaux sociaux sont là. C'est simple, c'est facile. Tu te demandes où est NJ? Où es-tu? NJ! NJ sera bientôt de retour. Es-tu prêt pour ça? Non, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout! Ça va faire mal, ça va tout casser. Hey, c'était Eric pour les Imagitateurs qui vous dit toujours brassez votre JDR, imagitez votre JDR. À la prochaine. Ciao. C'est le bug, c'est la fatigue. Tu sais pas comment ça bouffe du temps. Tu le sais pas, OK? Oh, Seigneur.